Bonjour à tous. Dans cette courte vidéo, nous allons voir comment analyser précisément des résultats de rénine et d'aldostérone. Je ne vais pas faire beaucoup de suspense, je vous donne tout de suite un premier petit conseil, c'est de bien vous entendre avec votre biologiste. N'hésitez pas à l'appeler pour discuter avec lui des techniques de mesure qu'il utilise, des normes dans son laboratoire, mais aussi à faire appel à lui pour interpréter les résultats. Il peut même participer à vos RCP pour vous aider. On va partir d'un court cas clinique. Une patiente de 29 ans qui a une hypertension artérielle de diagnostic récent, qui a eu dans le cadre du bilan étiologique de son hypertension artérielle un dosage de rénine plasmatique à 15 milliunités par litre, un dosage d'aldostéronémie à 153 picomoles par litre. Ces résultats semblent donc tout à fait normaux à première vue, mais pour pouvoir l'affirmer, il va falloir vérifier plusieurs points. Premier point, sous quel traitement ont été réalisés les dosages? Comme vous le savez, il faut arrêter les traitements qui interfèrent avec le système rénine-angiotensine-aldostérone. On arrête donc 15 jours les IEC, les ARA2, les diurétiques, les bêta-bloquants et les inhibiteurs calciques dihydropyridine. On va arrêter 6 semaines les antagonistes du récepteur minéralocorticoïde comme la spironolactone ou les plérénones et au moins 3 mois la contraception œstroprogestative, les anti-inflammatoires et la corticothérapie, en sachant bien sûr qu'une contraception œstroprogestative est contre-indiquée chez une patiente hypertendue. Si on a besoin sur le plan tensionnel, on va faire un relais par un traitement neutre, n'interférant pas avec nos dosages, comme par exemple les alpha-bloquants, les antihypertenseurs centraux et les inhibiteurs calciques non dihydropyridine. Deuxième question, vérifier dans quelles conditions ont été réalisés nos dosages. Les dosages de rénine et d'aldostérone doivent être faits le matin, à jeun, et après être en position assise depuis au moins 15 minutes. Les dosages assis et debout ne sont plus recommandés et ne doivent plus être utilisés. Troisième chose à vérifier, la kaliémie et la natriurèse. Il est important que la kaliémie soit normale le jour des dosages, de même que les apports sodés qui peuvent être appréciés par la mesure de la natriurèse. Ce qui veut dire qu'il faut un dosage du ionogramme sanguin et urinaire de manière concomitante au dosage de rénine et d'aldostérone. Par exemple, en cas d'hypokaliémie, vous allez en effet avoir un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion d'aldostérone et les apports sodés excessifs vont induire une diminution de la rénine et de l'aldostérone avec, dans les deux cas, un risque de faux négatif. Voici à gauche un modèle d'ordonnance avec un traitement neutre. Donc, on associe souvent un inhibiteur calcique non dihydropyridine comme le diltiazem ou le verapamil que l'on peut associer à un antihypertenseur central et éventuellement un alpha-bloquant. Et on n'oublie pas, si besoin, une supplémentation potassique avec une petite préférence pour le caléoride qui est plus fortement dosé que le Diffuca. À droite, un modèle d'ordonnance de biologie que vous pouvez vous fabriquer pour faciliter vos prescriptions. En guise de conclusion, donc lorsqu'on veut interpréter des dosages de rénine et d'aldostérone, on s'assure avant tout qu'il n'y avait pas de traitement interférent au moment des dosages, que les conditions standardisées étaient bien respectées, en particulier la position assise, que la kaliémie et la natriurèse étaient normales le jour des dosages. Si toutes ces conditions sont respectées et que la rénine et l'aldostéronémie sont normales, on peut considérer les résultats comme vraiment normaux. Si la rénine est basse et que l'aldostéronémie est normale, on s'assure bien sûr qu'il n'y ait pas d'hypokaliémie et on n'hésite pas non plus à adresser ces patients en centre de référence, en particulier si l'HTA est sévère ou juvénile ou avec une kaliémie à tendance limite basse, parce que c'est finalement pas toujours simple dans ces cas-là de faire la différence entre une HTA primaire à rénine basse et un hyperaldostéronisme primaire. Si la rénine et l'aldostéronémie sont basses, bien sûr, on vérifie les deux pièges classiques, les apports sodés excessifs et l'hypercortisolisme. Et ça vaut le coup dans ces cas-là quand même de contrôler les dosages ou d'adresser un centre de référence. Enfin, si l'aldostéronémie est élevée, finalement, quel que soit le taux de rénine, on est face à un hyperaldostéronisme, qu'il soit primaire ou secondaire, et il est utile de poursuivre les explorations. Merci pour votre attention et bon congrès.